Retour sur le plateau de Ouro Africa, on va évoquer, doyen Bikoro, ce remaniement ministériel. Alors, vous qui connaissez Yaoundé mieux que nous, vous qui connaissez les arcanes du pouvoir de Yaoundé bien mieux que nous, vous qui savez lire les températures, comment est-ce que vous percevez Yaoundé? En parcourant la ville, j'ai eu des indiscrétions que nous avons reçues. On nous annonce une forte dose de personnages venus d'Inde qui auraient envahi les hôtels de la capitale. On parle de près de 18 marabouts indiens qui sont dans la ville de Yaoundé. On parle de voyages au Bénin, on parle de beaucoup de choses. Mes arrière-grands-parents sont pygmées. Ils ne dorment pas depuis. Vous allez chercher l'Inde. Ils ne dorment pas depuis. Les forêts sacrées sont bousculées. Il y a beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de bruit là-bas. Alors que les forêts sacrées, on ne fait pas la chasse, mais il y a des animaux qui crient là-bas comme s'ils sont bousculés par un certain nombre de choses. Non, bon, voilà, c'était pour rire. Je crois que la notion de diction du gouvernement doit être à l'aune du parcours de M. Biya depuis les 2 coups d'État de 83 et 84. Vous dites 2 coups d'État? Oui, il y en a eu. Je parle sous le contrôle du colonel Badiak. Vous savez, c'est pour cela qu'il vous a dit aujourd'hui, toute analyse doit être politique. La science, c'est dans les amphis. C'est pour cela qu'on a fermé ça dans une chambre. Mais quand vous êtes dehors, quand il pleut, ce n'est pas nécessairement le parapluie à quoi vous pensez. Vous pouvez vous mettre à courir pour aller vous abriter. Vous avez trouvé une solution à la pluie qui va s'abattre sur vous. Quand vous voyez le parcours depuis 83-84, s'il y a eu un certain nombre de messages qui ont été envoyés à M. Biya, l'un de ces messages s'est introduit insidieusement dans le premier débat tout à l'heure. C'est un message consistant. C'est pour ça qu'on a dit quand on arrive au pouvoir, il y a des réalités qui n'ont rien à voir. Et quand vous convoquez tous les gouvernements de M. Biya, logiquement, il fracasse la démocratie option occidentale. Parce qu'en réalité, la démocratie occidentale convoque le fait que si tout le monde est parti à la messe le matin et que le pasteur a continué à prêcher 1 heure de temps après, ceux qui sont dehors font une élection, aucune des personnes qui est à l'intérieur de la messe ne va être élue. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand vous finissez une élection, vous devez tenir compte d'un certain nombre d'aléas. Pour les États chez nous qui se construisent anneau par anneau et année par année. Ce n'est pas parce que vous avez eu 97% que vous devez oublier qu'il y a une partie du territoire qui vous a envoyé un message. Est-ce que, en essayant de vous comprendre, ce qui était un exercice difficile, puisqu'on n'a pas le même parcours, est-ce que justement l'urgence, ou alors la situation du pays, ou alors la situation présentée du pays, ne devrait pas amener le responsable en chef à penser que justement il y a urgence à remanier ou alors à faire bouger les lignes dans certains compartiments? Non, le remaniement ne se pose pas en termes d'urgence. Le remaniement se pose en termes de respect des habitudes politiques. Oui. Parce que quand vous mettez urgence, ça crée une subjectivité dans la compréhension. La démocratie type occidentale nous a habitués qu'à l'issue d'une halte bilan qu'on appelle élection, on tire les conséquences de ceux qui sont avec vous et vous déroulez le tapis rouge à ceux qui ont plus dansé pour vous pendant la campagne. Or, tout à l'heure, nous venons de finir un débat où on s'est rendu à l'évidence que M. Sonko doit comprendre que oui, c'est le pasteur, les coalitions et tout ce que vous voulez qui les ont permis d'arriver au pouvoir, mais dès qu'on est entré au palais de la République, il y a des réalités dont il faut tenir compte si vous voulez gouverner en paix. Et quand vous voyez que M. le Président de la République, M. Biya Paul, je crois que c'est depuis 2019 qu'il n'a pas remanié, je peux me tromper. Oui, 4 janvier. Qu'il n'a pas remanié. Vous convoquez l'ambiance sécuritaire du pays, ça peut être un message qu'on lui envoie, que ce n'est pas le moment. Vous convoquez la perception que les gens ont du remaniement. Ça veut que depuis un certain temps dans le pays, dès que votre nom sort, toute votre tribu, tous vos amis d'enfance, tout cela, considèrent que c'est leur part que vous venez de leur donner. C'est leur tour de manger. Je ne sais pas si c'est le tour de manger, mais c'est leur part que vous venez de leur donner. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, le RDPC, qui a toujours gagné les élections, n'a jamais gouverné sans tenir compte de ces aléas qui sont très importants. Mais maintenant, on sort de 3 ou 2 élections qui n'ont pas connu cette réalité. Oui. Qui suppose que quand on finit l'élection, on fait un remaniement. Il faut partager un peu. Non, on fait un remaniement. Vous n'avez pas de remaniement. Maintenant, on arrive
à l'élection, parce que la mère des batailles, c'est l'élection présidentielle. Sauf que cette élection présidentielle a été couplée à d'autres élections aussi importantes pour le citoyen lambda. Comme on disait de Sonko tout à l'heure, il pouvait gagner les élections, il va à l'Assemblée nationale, il sera maire, il sera ceci, encore qu'il était plus important quand il était maire que quand il va être président de la République. Celui qui est élu en 2025 ne peut pas oublier ce chantier qui a été chaque fois arrêté ou saccagé dans son parcours. Si on convoque aussi les dénivellations internationales, dont vous savez qu'elles créent beaucoup d'incompréhension aujourd'hui. Je prends l'affaire Nord-Ouest-Sud-Ouest. Elle va au-delà de nos contingences locales. Puisque on dit déjà guerre francophone contre anglophone, elle convoque déjà d'autres subjectivités qui sont dangereuses. Quand des gens ont attendu presque 10 ans pour qu'ils aient aussi la chance d'aller collaborer avec son excellence, monsieur le président de la République élu, on peut comprendre la difficulté qu'il y a à trouver soit une rupture sur les habitudes qu'il avait toujours eues, c'est-à-dire que même s'il y a élection, il prend les gens, tout le monde, il travaille avec lui. Soit alors estimer que pour le moment, il faut une rupture drastique pour que la démocratie type occidentale s'installe. C'est-à-dire que la majorité doit gouverner. Mais si la majorité doit gouverner, le président de la République, il est quand même là depuis 43 ans. En tant que président de la République, mais un peu plus en tant que citoyen de la nation. Il peut aussi se dire, au regard des fractures électorales ou électoralistes, dans son propre camp, que la gymnastique n'est pas aussi facile qu'on le croit. Merci. Donc moi je pense qu'il est conscient. Et vous avez vu les scénarios à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que des adultes vous parlez. Le stylo n'a pas été donné parce que vous croyez qu'on a acheté un stylo, on a donné. Puisque le stylo on le donne souvent, mais on ne fait pas une proclamation de donner le stylo. Le président de la République a son magistère de gouvernance qui n'a pas beaucoup changé, mais lui-même vous a dit à l'introduction de son discours qu'il est conscient d'un certain nombre de choses à travers le message qui lui a été envoyé par la population. Merci, doyen. Jacques Léonce, alors, le patriarche nous l'amène sur un certain style de gouvernance où, justement, le chef de l'État prend son temps pour prendre ses décisions et évoquer ses orientations, mais les Camerounais qui, justement, sont désormais abreuvés à d'autres sources en termes de management estiment, pour beaucoup, que, justement, l'état du pays nécessiterait que le président puisse se presser lentement et qu'il réponde à cette soif, peut-être pas de changement, mais justement de mouvement dans l'appareil dirigeant au Cameroun. Est-ce que vous êtes de cet avis? Du tout, je ne suis pas de cet avis, Stéphane. Le remaniement à l'état actuel de notre pays n'est pas une urgence d'ordre économique, d'ordre, je ne sais pas trop. C'est une urgence d'ordre communautaire ou communautariste. Parce qu'en réalité, lorsqu'on a conçu un pays en tant que gâteau national, le remaniement est donc l'opportunité ultime de donner à chacun sa part du gâteau national. Si on remanie là, ça ne va rien changer dans la gouvernance du pays. Au contraire, ça va contenter quelques communautés. Vous verrez que dès que quelqu'un est nommé, la première chose qu'il fait, c'est qu'il organise une fête au village. Oui. Il invite tous ses amis, tous ses frères. Si après on vient travailler à Yaoundé. C'est la raison pour laquelle je vous fais donc savoir qu'à l'état actuel du Cameroun, le remaniement n'est pas une urgence d'ordre opérationnel dans la gestion efficiente du pays. Tout à fait. Au contraire, ça va juste contenter quelques communautés qui attendent aussi que leurs frères sont perçois. Que répondez-vous à ceux qui pensent qu'on est en plein immobilisme, que cette situation crée quasiment la psychose chez les dirigeants et que chacun ne fait plus rien et attend pour ne pas être surpris par le remaniement? Stéphane, M. Paul Biya, lors de son discours d'investiture en 2018, avait dit que ce septennat sera l'un des plus importants. Mais est-ce que vous avez eu l'impression de ce que les 7 ans passés ont été très importants pour le Cameroun? Pendant que il y a des ministres qui sont morts depuis 2022, ils n'ont jamais été remplacés. Oui. Il y a des ministres qui gèrent carrément 2 ministères. Le ministre Mounouna Focho gère 2 ministères. Gabriel Bayerobe aussi. C'est des incongruités dans la gestion optimale d'un pays comme le Cameroun qui a besoin d'être émergent. On ne parle de 2035, mais ça va attendre un peu. Parce que lorsqu'on voit comment le Cameroun est géré, on n'a pas l'impression de ce que M. Paul Biya et ses amis veulent rendre le Cameroun émergent. Voilà pourquoi, pour moi, le remaniement n'est pas
une urgence opérationnelle dans la gestion efficiente du Qu'est-ce que vous Cameroun. proposez, puisque nous sommes en situation de pédagogie aussi? Stéphane, lorsqu'on a affaire quand même à un dirigeant qui, pour moi, est atteint par une incapacité physique notoire due à son âge. Hein. Lorsqu'on a 92 ans, c'est évident qu'on soit dans une incapacité physique. Bon, incapacité, c'est un mot bien Apparent, fort. mais Non, c'est non, non, apparent, non, Stéphane. président, Lorsqu'on a vous. 92 ans, Stéphane, on est atteint par une incapacité physique apparente. On ne peut pas normalement marcher comme quelqu'un qui a 50 ans. Nous sommes d'accord. Voilà. Donc, on comprend bien que ça devient très compliqué pour ce type de personnage de faire bouger les lignes. Mais nous avons vu un président des États-Unis sous fauteuil roulant qui a changé les États-Unis. Nous sommes au Cameroun, malheureusement. Merci. Nous sommes au Cameroun, malheureusement. Et je vous ai fait savoir que M. Biya avait dit en 2018 que ce septennat sera l'un des plus importants. Mais les ministres sont morts depuis 2022. Ils n'ont jamais été remplacés. Nous avons fait tout un septennat avec un seul gouvernement. Stéphane, vraiment, vous croyez que c'est en 2025 que quelque chose va changer? Vraiment, le remaniement n'est pas une urgence opérationnelle. Merci. Docteur Badjek, je me tourne vers vous. Alors, nous sommes aujourd'hui pas à la croisée des chemins, mais beaucoup attendent et supputent, puisqu'il y a une ambiance électoraliste qui dirige et irrigue la vie du pays. Les régionales, c'est le 30, avant d'aller vers les législatives et municipales. Beaucoup se disent qu'il est peut-être temps pour le numéro 1 de remanier ou alors de faire bouger un peu l'appareil dirigeant. Alors, qu'est-ce que vous vous proposez, puisque il y a quand même des signes d'essoufflement ici et là, un remaniement qui mettrait en avant des technocrates, ou alors il faut mettre en avant les politiques qui ont eu les coups de franche dans leur région. Il y a des ministres qui ont fait gagner la majorité présidentielle. Est-ce qu'il est temps que eux-là soient promus? Bien, je serais tenté de dire que c'est le problème du président. Et je suis très sérieux quand je dis ça parce qu'il a attendu au résultat et que si jamais il va trouver que c'est avec la même équipe qu'on pourra s'en sortir, je pense que c'est vraiment son problème et il a attendu à ce niveau. Mais si jamais je voudrais épouser les éléments fondamentaux de la science du management, je dirais que ça ne peut pas être possible. Peut-être que je vais m'attirer beaucoup d'ennemis. Qu'est-ce qui ne peut pas être possible? Mais il faudrait être capable de changer. Pourquoi? Parce qu'à l'usure, on ne peut plus rien créer. Il y a une certaine nécessité stratégique. Écoutez, aujourd'hui, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Oui. L'autre jour, je parlais d'ici, j'étais sur ce plateau, je vous disais qu'il fallait un changement. Moi, j'étais favorable au changement. On m'a dit que non, c'est la continuité, c'est ceci. J'ai dit non, on n'est pas ensemble. Comme vous aimez bien le football et que tout doit découler, n'est-ce pas, de l'explication des choses par le football. Nous partons, nous allons regarder le Paris Saint-Germain, Oui. qui pendant 13 ans a couru derrière la Champions League sans l'avoir gagné, avec le système de recruter toujours des bons joueurs. Des stars. Des stars. Et qu'à un moment donné, ils ont changé de stratégie. Ils ont dit que tiens, c'est le collectif qui va marcher. C'est exactement la même équipe. C'est exactement le même entraîneur qui est là depuis 2 ans, qui a décidé de jouer collectif et ils ont gagné la Champions League. Alors quand on parle dans le même système de changement, de rupture, ce n'est pas forcément que on dit qu'on doit balayer tout le monde ou on doit changer la tête. Et comme on est suffisamment clos dans la tête, dans certaines têtes aujourd'hui, on ne sait pas qu'il y a autre chose à faire. Quelle est la coloration qu'on veut donner à la gouvernance actuelle? Oui. Est-ce que ce sont les technocrates qu'on voudrait convoquer face aux enjeux et défis qui nous interpellent? Est-ce que ce sont des personnalités qui percutent sur le plan de vue idéologique et politique? Moi, je pense que nous avons aujourd'hui des enjeux à relever et que ces enjeux font qu'il va falloir produire des technocrates. Et on dit souvent en management public, dans le management moderne, que vous avez 3 ans pour occuper à bon escient un poste. C'est-à-dire Alors, 6 mois. que faites-vous à ce niveau de ceux qui ont fait gagner le président? Ils pourraient dire, les technocrates n'ont pas fait gagner le président. Écoutez, le monsieur Paul Biya n'est pas le président de ceux qui l'ont fait gagner. Il est le président de tous les Camerounais à partir de maintenant.
d'accord? Et c'est un peu ce qu'il faut. Il faut cesser de le mettre dans ce vase où les gens l'ont fait gagner. Et si donc il voulait le faire gagner, je pense que c'est très bien. Il a gagné, maintenant il appartient aux Camerounais et il doit être... et je sais qu'il a cette maestria de toujours sentir et de savoir ce qu'il va proposer de mieux, n'est-ce pas, pour le destin du Cameroun. Bon, alors, vous m'avez coupé quand je vous parlais du management public, qui ne s'encombre pas de l'usure. Vous savez toujours qu'on a 6 mois pour faire l'audit. De où on va. On a 6 mois pour faire ces propositions et après on a 1 an et demi pour les implémenter et on a 6 mois pour donner le relais à quelqu'un d'autre qui viendra recréer. Parce que la même personne ne peut pas continuer à le faire tout le temps. Mais aujourd'hui, j'ai bien l'impression que plus on vieillit sur ce que nous avons à faire, sans travailler, sans axiologie stratégique. Non, c'est bien ce qui se passe. La vision, c'est le chef de l'État et c'est lui qui est élu. La vision, c'est le chef d'État qui la donne. Il donne une vision globale. C'est au sectoriel de trouver... D'implémenter. Non, voici la démarche. L'axiologie stratégique, c'est les sectoriels. Maintenant, ils implémentent avec une série d'actions programmatiques, n'est-ce pas, et avec des KPI, des Key Performance Indicators, pour savoir où est-ce qu'on en est. Et on ne peut pas être toujours en train de savoir où on en est ad vitam aeternam. Mais qui doit faire le suivi évaluation lorsque vous, justement, au niveau des sectoriels, ça coince, comme beaucoup semblent le penser au Cameroun en ce moment? Il y a un suivi évaluation qui doit être fait. Mais dans les ministères, que font les conseillers techniques? Que font les inspecteurs? Ils inspectent quoi? Le nombre de photos qu'il y a sur les murs des ministères? Attendez, il faut quand même qu'on arrive à adopter, à se marier avec un système managérial qui soit moderne. Aujourd'hui, il faudrait changer de paradigme. Et c'est ce que je suis en train de dire. Il faudrait être capable de répondre à ce que le peuple veut aujourd'hui. C'est le peuple qui a élu le président. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement qui devrait arriver, je le pense, avec toute humilité, le président va penser ce qu'il veut. Et c'est lui qui est élu. C'est lui qui a le bâton de commandement. Il a son pouvoir discrétionnaire. Et c'est pour ça que je dis qu'il fera ce qu'il voudra. On va arriver à un moment... Il peut être capable de dire que, ben, écoutez, moi je continue avec la même équipe. Nous, le peuple, on n'a pas, il ne faudrait pas qu'on ait cette opinion qui s'ingère directement dans les affaires d'État. Au demeurant, vous avez dit qu'aujourd'hui, Monsieur le Président de la République portait la veste noire parce qu'on vous préfère cette veste-là, la veste de coloris marron. Il est président de la République et il est responsable, donc, n'est-ce pas, de sa politique. À partir de ce moment, il sait quelles sont les étapes qu'il devrait choisir pour y arriver. Mais moi, je pense que très honnêtement, nous devons être capables de changer ou interchanger. Il faut aussi avoir cette possibilité de prendre un ministre, de le mettre ici, pour qu'il aille aussi exprimer, expérimenter ses talents ailleurs. Mais rester toujours avec les mêmes, je pense que ça crée quand même un certain phénomène d'usure. On n'a plus rien à apporter, on n'a plus rien à créer. Merci. Alors, docteur Mbok, beaucoup s'interrogent au Cameroun sur justement cette sclérose, qu'on ne va pas dire contre-productive, mais qui... à certains domaines bien précis, peut être préjudiciable à l'ambition qui est celle d'émergence en 2035. Qu'est-ce qui est si compliqué que ça, d'enlever quelqu'un qui excelle dans un domaine pour l'amener, puisqu'il y a des exemples, il y a des référents que tous les Camerounais connaissent. On a vu des directeurs généraux, des ministres exceller. On aime bien souvent évoquer la CNPS sur ce plateau. Peut-être on pourrait l'envoyer quelque part. Je ne dis pas que la CNPS n'est pas là où il devrait être. Loin de moi cette idée. Mais ceux qui excellent, on pourrait les amener aussi à aller aider là où ça va moins fort. Qu'est-ce qui est si compliqué que ça de dynamiser une machine qui pourtant, ce n'est pas la compétence et la ressource humaine qui manque au Cameroun? Alors, je vais m'aligner au propos du colonel Badjek parce qu'effectivement, c'est le problème du chef de l'État. Je vais m'appuyer sur son discours d'investiture. Qui, je prends juste un extrait, qui dit « Au moment de prendre mes fonctions, je mesure pleinement la gravité de la situation que traverse notre pays. Je mesure le nombre et l'acuité des défis auxquels nous sommes confrontés. Je mesure la profondeur des frustrations, l'ampleur des attentes. Je mesure l'importance des responsabilités qui vont être celles du président de la République. » Voilà ce qu'il place, et pour moi, le décor est planté à partir de là. À partir de là, quand il dit il a mesuré, il a pris conscience,
il s'est bien rendu compte, en fait, il a eu la bonne information de la réalité de la campagne électorale, de ce que les Camerounais sont frustrés, de ce que les Camerounais veulent que les choses changent, de ce que les Camerounais savent qu'on a de la ressource, on a de la matière, on a tout ce qu'il faut pour que les choses changent. Il dit donc qu'il a pris la pleine mesure et il va donc poser les actes. Pour ma part, à ce niveau, le décor est donc planté. Maintenant que le décor est planté, dès le lendemain, on voit déjà les axes vers lesquels le président commence à orienter l'activité qui va rythmer ce septennat. Oui. Le premier axe, c'est celui de la sécurité. Il fait donc une nomination à l'EI-Force. Ça va vous sembler anodin, mais en fait, l'EI-Force, c'est l'Afrique. L'EI-Force, c'est le monde. Donc il tend la main au monde pour dire « je veux collaborer avec l'extérieur en faisant un travail excellent à l'intérieur ». Ça, c'est les axes. C'est la priorité des Camerounais. Mais écoutez, on est dans un duel qui pourrait amener... Laissez-moi terminer. J'ai parlé de 5 axes. Oui. Et les 5 axes sont mis ensemble. Ne les dissociez pas. Le deuxième axe, c'est la paix sociale. Le ministre est sur le terrain pour libérer les mineurs, ramener la calmie, tout faire pour que ce qui s'est passé pendant la crise post-électorale soit loin derrière nous aujourd'hui. Et ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Troisième axe, c'est au niveau de l'économie, où le ministre des Finances vous annonce les réformes, les innovations, les transformations qui vont avoir lieu. C'est des éléments à prendre en compte. Parce qu'en fait, ça va être des indicateurs pour installer les réformes, et après les réformes, il y aura un remaniement. Mais c'est un construit qu'il faut intégrer. Parce que quand le président dit « j'ai pris acte », ça veut dire qu'il faut que j'étudie la question avec profondeur. Il est bien conscient, non, il est bien conscient, et mon jeune frère le disait, je l'ai dit avant, ça n'a pas été fait. Il l'a rappelé, que j'ai parfois dit ces choses-là à plusieurs reprises, ça n'a pas été fait. J'ose croire, j'ose croire. Et je dis que moi j'ai fait cette analyse avec beaucoup d'espérance, parce que c'est le septennat de l'espérance. Oui. J'espère donc que ça ne va pas être un slogan, mais une réalité. Le quatrième axe, c'est au niveau de la dynamique de la diversité économique, où on a libéralisé carrément l'import-export au niveau du ministère du Commerce. C'est un acte qui a été pris. Au niveau de l'enseignement supérieur, c'est encore un acte immédiat, conséquence que le chef de l'État avait annoncé, qui a été pris. Ça, c'est les 5 axes qui sont immédiatement lancés pour vous montrer que il n'est pas allé s'asseoir ou dormir, il a dit que dans les mois à venir. Mais dans les mois à venir, il faut commencer quelque part. Ça veut donc dire pour ma part que dans ce que je lis entre les lignes, il y a premièrement des axes qui sont immédiatement lancés, mais à côté de ces axes, il y a des actes qui ont été pris et ces signatures qui ont été faites. À côté des actes, il y a des actions. Le MINAT est descendu sur le terrain. On a également annoncé le BIR qui va dans la zone anglophone. Pour faire quoi? Le BIR, c'est d'abord l'éducation. Le BIR, c'est d'abord le rassemblement. Le BIR, ce n'est pas seulement la guerre. C'est d'abord le rassemblement, l'éducation, avant d'aller plus loin. Oui. Mais c'est des actes qui devraient montrer qu'ils touchent et la zone anglophone et les différentes préoccupations de la jeunesse et l'international, parce qu'il a également appuyé la diaspora. Et maintenant, là, ce gouvernement-là, en tout cas lui et ses équipes, sont dans la phase de l'analyse, des enquêtes et des réformes. Qu'est-ce qui va être mis sur pied immédiatement? C'est à cette phase qu'ils sont. Et après cette phase-là, va donc forcément intervenir le remaniement. Donc je pense pour ma part, et je sors par là, que c'est un construit qui a déjà commencé, qui est même déjà au 3e acte. On a pris les actes, on a pris les actions. Maintenant, les enquêtes, et vous le disiez comme pourri, mais c'est une réalité. Les hôtels sont bondés. Chez les pygmées, ça court, ça saute. Parce que probablement, c'était attendre que les choses se passent. Donc le remaniement n'est pas la condition sine qua non pour qu'on réussisse. C'est les réformes d'abord. Et quand ces réformes vont être bien prises, le reste va donc couler de source. Donc moi, je dis qu'on ne paie rien pour attendre, parce que lui-même, il sait que ce septennat, c'est le septennat de la réparation ou de la fracture totale. On va ajouter à justement cette batterie de mesures qui sont prises, cette annonce du ministre du Commerce qui justement annonce une grande campagne de vente des produits de première nécessité à des prix défiant toute concurrence. C'est dans les prochains jours. Effectivement, ça fait partie justement de cette dynamique. C'est-à-dire que vous vous êtes plaint qu'on ne mange pas bien, on coupe pour faire les actes. Les jeunes se sont plaints qu'on a donné certains secteurs à une certaine tribu, on ouvre. Oui. On se plaint du doctorat, des grandes écoles, on ouvre. Il y a des problèmes sécuritaires dans le NOZO, on ouvre.
il faut pouvoir créer un pont avec l'international, parce que je vous dis que ne négligez pas le volet international. Merci. Le président doit être également reconnu par ses pairs à l'international. Donc cet acte-là est un acte de responsabilité. Bonsoir Stéphane Marga, rebonsoir à ton panel. Relativement à votre thématique, je me permets de conseiller à certains. Bonsoir Stéphane, sortez du paradigme selon lequel le président est bon et son entourage est mauvais. C'est pas ça a été dit sur ce plateau. À mon avis, personne n'a fait élire le président. C'est lui-même le problème. Lorsqu'il se portait candidat, il savait pourquoi. Il doit donc savoir avec qui il peut gouverner et veut gouverner. Les Camerounais n'ont rien à attendre d'un quelconque gouvernement. Ils attendent tout du président de la République. Malheureusement, le président ne me semble plus en capacité de se remettre en question lui-même pour remettre son gouvernement en cause. Merci à vous, monsieur le maire Sylvestre Niek, pour cette deuxième participation. Timothée Somba, le remaniement ministériel, les Camerounais attendent, mais il y a plutôt des réformes qui leur sont servies. Où sont les réformes là? Les réformes que le docteur Mbok égrène et énumère sur ce plateau. Nicolas Boileau Despreux disait ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Oui. Lorsque le docteur Mbok parlait tout à l'heure, j'étais agréablement surpris parce qu'il n'y a qu'une érudition comme la sienne qui pouvait lire tout ce qu'il a lu. Décrypter cet agencement présidentiel. C'est vrai que c'est un exercice assez difficile. Moi-même, je me suis perdu à ce temps. Et c'est donc ça le souci aujourd'hui. Combien de Camerounais ont-ils un tel niveau d'érudition? C'est parce que le message est tellement crypté qu'il y a eu brouille, oui, qu'il y a eu césure entre le sommet et la base. Parce qu'il y a une hyper-centralisation de la pensée, une quasi-lévitation de la cognition. Le Camerounais lambda ne peut pas comprendre. Qu'est-ce qu'il peut comprendre rapidement? Parce qu'on a un chef d'État qui a déjà fait, qui vient d'entamer la 44e, qui vient d'entamer la 44e année, et qui est là depuis, qui a un certain âge, c'est le sage d'Afrique. Il a déjà eu le temps, parce que c'est lui qui dirige ce pays depuis que nous sommes nés. Il a déjà eu le temps de tout observer. Oui. C'est la raison pour laquelle lui-même il dit, je m'appuie sur les deux éléments factuels. Le premier élément, c'est le discours du 6 novembre. Lui-même parle des réformes institutionnelles. Le deuxième élément, c'est une sorte d'histoire des 4 dernières années. Oui. Avec 2 événements majeurs qui ont bousculé le Cameroun. Covid-Gate et Can-Gate. Qu'est-ce que vous avez observé pour que les choses aillent vite durant le Covid? C'est l'institution d'une task force qui jouissait de compétences exceptionnelles, leur permettant de traverser toutes les procédures. Ceci a donc permis que les chantiers aillent vite, que les projets qui étaient grippés avant soient vite livrés. Qu'est-ce qui a permis que la CAN se joue? C'est encore l'institution d'une autre task force. C'est la preuve que si on veut, on peut. Pourquoi donc créer un ministère des marchés publics qui déresponsabilise les membres du gouvernement? Timothée Somba, vous êtes quand même au courant qu'il y a eu beaucoup de polémiques sur justement le modus operandi de toutes ces task force. Non, vous voulez m'amener sur un... Je ne critique pas les task force. Non, on ne critique pas. Je dis que les task force ont montré que ça permet d'aller vite. On peut commencer un chantier lundi, on le livre vendredi de la même semaine. C'était expéditif. Ça c'est comme moi je salue. Pourquoi donc créer un ministère de marché public qui déresponsabilise les ministères au point de les émasculer? Quand vous êtes ministre quelque part et que vous ne contrôlez pas vos prestataires, c'est pour ça que les projets traînent. Parce qu'il y a l'ARMP, parce qu'il y a le Minmap. À quoi c'est l'ARMP au Cameroun? À part prendre 10 000 pour chaque marché public. Quel est le rôle de l'ARMP? Pourquoi centraliser alors que l'article 1er, si je ne me trompe, alinéa 2 de la Constitution dit que le Cameroun est un État unitaire décentralisé? Pourquoi recentraliser les choses?
Pour moi, une fois que j'ai planté ce décor, le remaniement ministériel, pour moi, n'est pas une priorité. Ce serait même la pire des choses à faire tout de suite. Ah bon? Pour moi, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut un découpage administratif rapide. Parce que l'une des causes de la césure, c'est la non-maîtrise de la population. Quand vous avez des communes obèses, je prends le cas de Yaoundé 4, c'est Mvogbin, Koldongo, Mvan et Kounou, une partie de Vermimboman, Odza. Si on envoie 10 forages à Yaoundé 4, combien de populations vont en bénéficier? C'est déjà énorme. On ne sait plus dans quel endroit il y a plus de Camerounais que dans d'autres. Pour qu'on sache comment on distribue les projets. À l'heure actuelle, si on me demande quelle est la commune la plus peuplée du Cameroun, la réponse serait erronée. Parce que le recensement n'a pas été fait. Il est en cours. C'est ce que je dis. Alors, et vous voulez que quelqu'un fasse le remaniement dans l'encre des deux élections importantes? L'élection régionale, le 3 novembre. Les élections législatives arrivent. Non. Commençons par une réforme institutionnelle. Elle est impérieuse. Mais qui va solliciter le Parlement? C'est pour ça que non, pas forcément. Pour faire le découpage administratif, on n'a pas besoin de Parlement. Pour augmenter le nombre de députés, on n'a pas besoin de Parlement. 180 députés, c'est petit. Moi, nous vivons ici à Yaoundé 3. Qui est le député de Yaoundé 3? C'est un autre débat, Timothée. Voilà. C'est parce que c'est petit. Parce que c'est un député, c'est le député du Mfundi. Mfundi 3. Le Mfundi 3 est tellement grand. Il y a Biemassi, il y a Foulane, il y a. On ne le connaît pas. Et le fait qu'il y ait peu de personnes pour faire plusieurs choses, ils n'ont pas le don d'ubiquité. La présence physique est efficace. Parfois, le simple fait de voir ton maire tous les jours, même si les projets ne sont pas réalisés, la proximité physique que vous créez te donne espoir, suscite l'espérance qui te permet de supporter. La plupart des textes de notre corpus juridique datent de 1990. Si on prend le secteur de la presse, on n'a pas intégré le numérique à l'intérieur. C'est pour ça qu'on peine à traquer les cyberterroristes de Facebook. Il faut qu'on s'asseye, on fasse un audit de l'État. Ils ne sont pas obligés de nous rendre public. Mais il faut un audit de l'État qui va permettre de rapidement adresser les premières réformes. Le dernier septennat a été émaillé de plusieurs crises. Mais il n'y a rien eu sur le social en dehors de la couverture santé universelle. Et vous voyez que le ministre de la Santé, justement, fait partie des ministres qui ne sont pas sclérosés. Il est permanemment sur le terrain en train de travailler. En dehors de la couverture santé universelle, qu'est-ce qu'on a fait pour le volet social? Une autre interrogation. C'est un problème. Merci. Donc, il faut commencer par le volet social pour apaiser les cœurs meurtris qui ont faim. Merci Timothée. On prend une ou deux réactions et on va faire un dernier tour puisque le temps va être achevé. Bonsoir à tous sur le plateau. Très bonne question. Ici, il n'y a pas urgence de faire un remaniement ministériel au vu de la situation sécuritaire du pays et du désordre, d'ailleurs visible au sein du parti au pouvoir. Souvenez-vous de la situation qui avait eu lieu entre le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, et le ministre de l'Enseignement supérieur par rapport à la candidature de la champion à l'élection présidentielle. Ce qui le met dans une impasse très difficile pour ce remaniement attendu par le peuple camerounais. Vous n'avez pas justement signé votre contribution. Il faut signer votre contribution puisque vous insistez à ce qu'elle soit lue. Bonsoir le plateau. Quel est le nom du député de Yaoundé 7? Bonsoir mes grands frères, on ne peut plus rien attendre de positif. Je vais vous confier quelque chose que peut-être vous ne connaissez pas depuis longtemps. Les ministres sont en désaccord, ils n'arrivent pas à s'entendre entre eux. Du coup, ça cause et ralentit le remaniement. Bon, c'est vous qui le dites, nous on ne sait pas de quoi vous parlez sur ce plateau. Alors, François Bikoro, en une minute, si vous étiez à l'oreille du chef de l'État, que nous suffirez-vous concernant justement cette question du remaniement ministériel? Une minute chacun, puisque le temps va être achevé. Je n'ai pas... Moi, j'ai voté pour M. Paul Biya. Il m'avait envoyé une lettre où il a dit ce qu'il va faire. J'ai lu la lettre et j'ai fait lire la lettre aux gens de mon environnement et du village. Oui. Ils m'ont dit que nous connaissons M. Paul Biya. Il est dans notre environnement quotidien. Allez simplement lui dire
que chaque match, on sort la liste des joueurs. On n'a pas dit d'échanger les joueurs. Chaque match, l'entraîneur dit toujours, voici la liste des joueurs qui rentrent sur le terrain en fonction de l'adversaire. Donc les gens disent, on vient de finir un grand match. Tu as vu des éclopés physiques, des éclopés mentaux, c'était compliqué. Il y a un autre match qui arrive, c'est le match du développement, le match de la solidarité gouvernementale et autres. On n'est pas ici pour dire changer ceci, changer cela. On dit à M. Paul Biya, on vient de finir un grand match. Les téléspectateurs vous disent qu'il y a quand même 2 ou 3 joueurs qui peuvent créer un problème pour le prochain match avec le type d'adversaire qu'on va avoir. Merci. Les secteurs sur lesquels M. Paul Biya a perdu l'élection sont visibles. Mais nous disons que pour le moment, on a l'élection, comme il a dit tout à l'heure, 3 élections qui arrivent. Le problème des Camerounais n'est pas de faire le gouvernement maintenant. Vous avez le problème des Camerounais, c'est de voir le visage. Les joueurs qui vont entrer sur le prochain match au stade. Voilà le problème des Camerounais. Merci. Pour le gouvernement, on sait que le gouvernement va arriver, mais on scrute très bien. Est-ce que le numéro 9, est-ce que le numéro 4, est-ce que le gardien, sur les petits matchs, avec les petits clubs, est-ce que le grand club qui arrive aujourd'hui, il est nécessaire qu'il rentre? Peut-être qu'il joue en 6 alors qu'il doit jouer en 4. C'est pour cela que nous disons, Monsieur le Président de la République, les usages voudraient qu'il y ait un gouvernement, mais personne ne doit vous donner des injonctions sur l'heure où le gouvernement va arriver. En revanche, le jour où il va arriver, souviens-toi que les Camerounais aiment bien voir un certain nombre de visages. Je termine par là, ça va vous faire rire. Les gouvernements de M. Paul Biya font manger les gens qu'on ne voit que les jours des élections. Les Camerounais ont dit, fais-nous manger et boire. Ça peut vous faire rire, mais c'est la réalité. Merci. Jacques-Léon Savon, en 1 minute, le patriarche nous a pris quasiment 3 minutes. En 1 minute, très rapidement, puisque le temps est achevé. Je vais aller dans le même sens que Timothée. Le remaniement n'est pas une urgence, il faut des réformes institutionnelles importantes. Oui. On va aller vers une élection régionale là que personne ne connaît même. On n'est même pas au courant de ça. Le 30. La campagne les gens ne sont pas au courant de ça. Et pourtant, on devrait pouvoir en parler parce que c'est là où il faut aller. Parce que si le Cameroun ne va pas vers la décentralisation, c'est l'ultime opportunité pour le Cameroun. Si on n'y va pas, on perd tout. Parce que si on continue avec cette hyper concentration du pouvoir à Yaoundé Douala, où le budget est consommé à 80-90%, il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Il faut aller vers des réformes institutionnelles. Parce que si on a des conseillers régionaux qui seront élus bientôt et que les préfets sont là, les gouverneurs sont là, ça ne sert à rien du tout. Vraiment, c'est ça le plus important pour l'État du Cameroun actuellement. Merci. Dr Badjek, en 1 minute. Et en 1 minute, je ne vais même pas prendre 1 minute pour le dire. Je suis catégoriquement persuadé qu'il va falloir changer pour apporter les réponses. Vous préconisez le changement? Je préconise le changement. Il faut une nouvelle énergie, une nouvelle énergie, n'est-ce pas, pour faire face aux enjeux, aux nouveaux enjeux et défis qui nous interpellent. Ça peut être peut-être les mêmes. On peut refaire la mayonnaise autrement, mais je pense que le changement est important. Merci. Jean-Maurice Mbok, en 1 minute. Vous savez très bien que je fais partie de ceux qui ont porté le projet, qui a mis beaucoup d'accent justement sur la rupture, la refondation et les réformes. Et je l'ai dit sur son nom et sur son large. L'extrait que j'ai pris, c'est simplement une invitation ou une invite au chef de l'État à prendre en compte les projets de société des 11 partis qui étaient en face de lui et d'intégrer que même au niveau des réformes, ce n'est pas la magie qu'on demande. Tout est écrit, tout est inscrit et c'est fortement possible. Maintenant, au niveau du terrain, je l'ai dit, il est dans une dynamique, mais il faut qu'il sache bien que dans cette dynamique, le maillon faible qui a toujours plombé le RDPC, c'est la communication. Au véritable communicateur. Il faut aujourd'hui que le RDPC monte en explication, monte en communication, monte en échange avec le peuple camerounais, parce que c'est lui qui finalement aux affaires. S'il ne s'explique pas, s'il ne communique pas, d'autres personnes viendront communiquer pour eux et parfois avoir une communication qui est erronée. Merci. Timothée, 1 minute. J'entre avec cette citation de François Mitterrand qui est devenue fétiche pour moi. La France, pour se construire, a eu besoin de la centralisation. La France, pour ne pas se déconstruire, a besoin de la décentralisation. Si on parle aujourd'hui d'un remaniement, c'est parce qu'on a cristallisé tout entre les mains
des membres du gouvernement. Il faut donc décristalliser la fonction ministérielle pour sublimer les collectivités territoriales. C'est tout ce que le gouvernement aujourd'hui a à faire. Comme ça, il pourra faire 100 ans avec ses ministres. Nous, on va demander des comptes à nos maires et à nos présidents de conseils régionaux. Merci, merci Timothée Somba, merci cher monsieur d'avoir été présent en ces lieux. Merci à vous Stéphane Beckett, merci à vous Arthur Nzana, merci à vous pour les milliers de contributions. Merci à tous ceux qui, justement, de hors du Cameroun ont pris la peine de nous faire savoir que nous étions reçus et suivis 5 sur 5. C'est Ouro Africa, c'est votre tribune panafricaine chaque lundi lorsque les 21h à Yaoundé au Cameroun. On va se donner rendez-vous lundi prochain, bien évidemment, en gardant la même lueur, le même sourire pour une Afrique émergente et dynamique. Bien le bonsoir.